La qualité de l'air représente un enjeu sanitaire majeur. L'exposition chronique à la pollution de l'air conduit aux impacts les plus importants sur la santé. En complément de la gestion des pics de pollution, il est donc indispensable de lutter contre les émissions de polluants atmosphériques tout au long de l'année. Comme les autres secteurs d'activité, l'agriculture a son rôle à jouer. Le secteur agricole est notamment concerné par les émissions de particules fines, d'oxyde d'azote, mais aussi et surtout par les émissions d'ammoniac. Des pratiques permettant de les diminuer existent déjà et l'innovation se poursuit. Dès aujourd'hui, il faut les mettre en œuvre en cherchant toujours à concilier les contraintes économiques, la rentabilité des exploitations et l'efficacité environnementale. Ce schéma montre les différentes émissions en fonction des activités agricoles. Elles peuvent être de nature différente et les postes d'émissions sont variés. Je vous propose de nous intéresser particulièrement aux émissions d'ammoniac. L'élément azote parcourt toute une chaîne, de l'alimentation des animaux à l'épandage des effluents. Tout au long de cette chaîne, il subit des transformations et génère potentiellement des pertes sous différentes formes. Selon les chiffres du CITEPA en 2016, les postes principaux d'émissions d'ammoniac étaient la fertilisation minérale, la gestion des effluents au bâtiment, le stockage et l'épandage des fumiers et des lisiers. Les particules se distinguent par leur taille mais aussi par leur qualité de particules primaires ou secondaires. Plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans le système respiratoire et plus elles sont dangereuses. On distingue les particules primaires qui sont émises directement dans l'air, c'est par exemple les poussières lors des chantiers de récolte, et les particules secondaires. Ces dernières résultent de réactions chimiques entre les gaz qui sont présents dans l'atmosphère. Les molécules à l'origine de ces réactions sont principalement le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles et l'ammoniac. Ces particules fines sont essentiellement des particules de petite taille. Leur diamètre ne dépasse pas les 2,5 micromètres. Le schéma que vous voyez illustre la réaction dans l'air entre les molécules d'ammoniac et des molécules d'acide nitrique pour former la particule secondaire de nitrate d'ammonium. Ces particules secondaires peuvent être transportées sur de longues distances et donc on peut très bien les retrouver en zone urbaine alors que l'ammoniac est principalement émis par le secteur agricole. Bien sûr, l'ammoniac peut se combiner avec d'autres molécules comme les oxydes de soufre par exemple. Alors, quelles sont les bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac? L'utilisation de matériel d'épandage performant comme les pendillards ou les enfouisseurs ou encore l'enfouissement rapide des effluents après épandage en est une. Le mécanisme est simple. Moins l'effluent reste au contact de l'air, que ce soit en durée ou en surface, moins il y a de volatilisation d'ammoniac. Bien entendu, d'autres bénéfices sont attendus à l'utilisation de ces matériels. Ils permettent de réduire les odeurs liées à l'épandage. Ils permettent également d'optimiser les éléments fertilisants et peuvent permettre de diminuer le recours aux engrais minéraux. Néanmoins, des freins peuvent limiter leur utilisation, tels que le besoin en main-d'œuvre et en matériel si l'on souhaite réaliser un enfouissement rapide après épandage, ou l'augmentation possible de la durée des chantiers par rapport au système bus-palette. Concernant les pendillards, leur utilisation peut s'avérer impossible lorsque le lisier est trop pailleux ou trop visqueux. C'est également le cas pour l'injection, qui par ailleurs est inadaptée sur sol pierreux. Enfin, l'incorporation des influents n'est possible que sur sol nu ou en chaume. Ces matériels d'épandage très performants sont également onéreux. Il est préférable de privilégier le recours au CUMA ou aux entreprises de travaux agricoles. Reposant sur le même principe de réduction du contact entre l'air et l'effluent, la couverture des ouvrages de stockage de lisier permet elle aussi de limiter la volatilisation de l'ammoniac. Plusieurs types de couvertures sont envisageables, rigides, souples, par croûte naturelle ou encore avec récupération et utilisation du méthane. Selon le type de couverture, le potentiel d'abattement des émissions d'ammoniac varie de 30 à 90%. Attention cependant, selon l'installation envisagée, elle peut s'avérer difficile à mettre en œuvre sur une fosse existante. Là encore, on attend d'autres bénéfices de l'installation d'une couverture de fosse, également la réduction des odeurs, mais aussi
la diminution des pertes d'azote pour un effluent plus riche et plus stable. On vise également une augmentation de la capacité de stockage qui peut être très importante dans le respect de la directive nitrate, mais également la réduction des volumes à épandre. Moins de volume à épandre permet d'espérer un gain de temps, de travail et une économie d'énergie pour les chantiers d'épandage. Enfin, il est également possible de récupérer le méthane et de le valoriser en énergie sur sa propre exploitation. De plus, ce système permet de lutter contre le réchauffement climatique, le méthane étant un gaz à effet de serre. Malgré tout, l'investissement reste important. N'hésitez pas à vous renseigner sur les aides financières disponibles pour ce genre de projet. Après les effluents, parlons maintenant de la fertilisation minérale. Le principe dans ce cas-là est l'ajustement le plus fin possible entre les besoins des plantes et les apports. En effet, plus l'azote apporté sera rapidement utilisé par la plante, moins il y aura de pertes. Les pratiques favorables sont déjà très connues. Il s'agit du fractionnement des apports ou l'utilisation des outils de pilotage de la fertilisation. Là encore, d'autres bénéfices sont attendus de la mise en œuvre de ces pratiques. Optimiser l'utilisation des engrais peut permettre d'en diminuer l'usage. Là encore, en découle un gain économique et une réduction des émissions de composés azotés, comme les oxydes d'azote. Et enfin, une réduction également des émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2. Il est important de réaliser que cette utilisation plus fine des engrais minéraux a aussi pour effet une réduction de la fuite des nitrates vers les eaux, et qu'elle permet ainsi de répondre également à un autre enjeu très important pour la profession agricole. Comme pour les engrais organiques, enfouir l'urée et la solution azotée rapidement après épandage ou l'injecter directement dans le sol permettent de diminuer la volatilisation ammoniacale. Dans tous les cas, tenir compte des conditions météorologiques est un levier majeur pour la réduction des émissions ammoniacales. L'introduction de légumineuses dans la rotation culturale ou dans les prairies est aussi un moyen efficace de diminuer le recours aux engrais minéraux et en conséquence de réduire les pertes azotées. Les légumineuses captent l'azote de l'air, elles n'ont pas besoin d'apports supplémentaires et restituent de l'azote à la culture suivante. Le potentiel d'abattement des émissions d'ammoniac varie de 20 à 80%. Il faut néanmoins rester vigilant sur la gestion de certains parasites et les investissements possiblement nécessaires. Enfin, dans le chapitre fertilisation minérale, on peut citer le choix de la forme d'azote. Les différentes formes d'engrais présentent un risque de volatilisation de l'ammoniac différent. Il est représenté par le facteur d'émission. Plus il est élevé, plus la volatilisation augmente. Il est donc préférable de substituer l'urée ou la solution azotée par des engrais moins émissifs. Selon la forme d'engrais utilisée, le potentiel d'abattement des émissions d'ammoniac varie de 30 à 70%. Le bénéfice immédiat est l'augmentation de l'azote disponible pour les plantes. Mais les coûts des engrais et le besoin en matériel spécifique peuvent constituer des freins. D'autres postes d'émissions sont également à considérer. Citons l'alimentation des animaux. Les émissions ammoniacales dépendent de la concentration azotée des rations, qui va influencer la quantité d'azote excrétée, la teneur en acide urique et en urée des déjections et le pH urinaire. L'une des clés est donc la réduction de la concentration azotée des rations. Pour les bovins, c'est applicable principalement aux vaches laitières en bâtiment durant l'hiver. Pour les porcins, le choix doit se porter sur une alimentation multiphase pour être au plus près des besoins de l'animal tout au long de sa croissance. Enfin, pour les volailles, il est possible d'ajuster les apports protéiques et de supplémenter en acides aminés de synthèse, ou également, comme pour les porcins, de choisir une alimentation multiphase. Concernant la gestion des effluents et la régulation de l'ambiance dans les bâtiments, les émissions d'ammoniac en bâtiment dépendent de nombreux facteurs, tels que la nature des déjections, la température et le pH des déjections, la température et l'humidité de la litière, ou encore la surface et le temps de contact entre les déjections et l'air. Il existe d'ores et déjà des pratiques connues, telles que le pré-séchage ou l'évacuation fréquente des fientes ou des lisiers, les dispositifs anti-fuite pour limiter l'humidité de la litière, les laveurs d'air ou la brumisation sont quelques-unes de ces solutions disponibles. Concernant l'utilisation des engins agricoles, la combustion des moteurs et l'abrasion des freins
Et des pneus sont responsables, comme pour tout véhicule, d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. En 2014, les engins agricoles étaient responsables de 4% des émissions régionales de particules et de 8% de celles des oxydes d'azote. Ils représentaient plus de la moitié de la consommation d'énergie directe du secteur agricole. Pour finir, abordons la gestion des déchets. Si la filière de récupération des déchets d'exploitation Adivalor n'est plus à présenter, il reste des efforts à faire sur l'élimination des déchets verts. La combustion des déchets verts nuit à la qualité de l'air et à la santé. Je vais faire un petit focus sur la réglementation, après avoir abordé ces bonnes pratiques agricoles. Le plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques, plus communément appelé PREPA, fixe des objectifs de réduction des émissions à horizon 2020, 2025 et 2030. Il concerne plusieurs secteurs que sont les transports, le résidentiel, l'industrie et l'agriculture. Pour le secteur agricole, l'enjeu majeur concerne la réduction des émissions ammoniacales, dont l'objectif est d'atteindre un abattement de 13% à l'horizon 2030 par rapport aux émissions de 2005. Il prévoit notamment la sensibilisation et la formation des professionnels et futurs professionnels à la qualité de l'air en agriculture, le développement du raisonnement de la fertilisation azotée pour réduire les doses et limiter les pertes d'azote, la mise en place d'une réglementation sur les bus palettes afin de favoriser les matériels plus vertueux en matière d'émissions d'ammoniac, et il envisage une redevance sur les engrais minéraux azotés en fonction de leur émissivité, tout en veillant bien sûr à préserver la viabilité économique des filières agricoles et à ne pas accroître les distorsions de concurrence avec d'autres États membres de l'Union européenne. Des mesures réglementaires restent à venir dans ce prépa. Il faudra être vigilant à ce que les financements soient mobilisés pour mener les études et recherches nécessaires et pour accompagner les exploitations agricoles dans la mise en œuvre de ces mesures. Les niveaux de pollution dépendent également de facteurs qui ne sont pas contrôlés par les exploitants, comme les conditions météorologiques, qui impactent la dispersion, les transformations chimiques, le transport et le dépôt des polluants. La qualité de l'air est un des enjeux que les exploitants agricoles doivent prendre en compte, au même titre que la qualité de l'eau ou la préservation de la biodiversité. De nombreuses pratiques qu'on a développées auparavant répondent à l'ensemble de ces enjeux environnementaux et sont donc très importantes à mettre en œuvre. À l'échelle des exploitations, il sera recherché une combinaison de pratiques gagnant-gagnant qui permettront à la fois de minimiser les pertes sur plusieurs postes, mais aussi de rechercher des gains économiques. Le choix des mesures à mettre en œuvre doit être fait en tenant compte du contexte de l'exploitation.